Première journée du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ce mercredi à Yamoussoukro. 17 chefs d'État prennent part à la rencontre de haut niveau qui traite de la situation au Mali, de la transition bissau-guinéenne et le renouvellement des instances de l'organisation. L'avancée des travaux des sites en réhabilitation pour la BAD a fait l'objet d'une rencontre entre le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablon-Duncan et des administrateurs de la Banque africaine de développement. Et puis, hors de nos frontières, au Vatican, à la veille de sa démission historique, le pape Benoît XVI a été acclamé par une foule chaleureuse. À cette occasion, l'homme a détaillé les grandes étapes de son pontificat. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal sur RTI 1. Direction tout de suite Yamoussoukro, le 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est ouvert ce matin dans la capitale politique ivoirienne. 17 chefs d'État et de gouvernement participent au sommet. Un absent, le Cap-Vert, prennent également part à ce sommet 3 chefs d'État hors CEDEAO, les présidents du Tchad, du Burundi et de la Mauritanie. Sur la table des échanges, la situation au Mali, la transition bissau-guinéenne et le renouvellement des instances de l'organisation. La première journée de la rencontre de haut niveau s'est tenue aujourd'hui. L'ouverture des travaux a été faite par le président en exercice de la CEDEAO, le président Alassane Ouattara. Retour sur cette cérémonie d'ouverture avec Jérôme Kofi Aboulin. Ce sont des ovations ou des applaudissements nourris dans une salle refusant du monde qui ont accueilli les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, conduits par le président de la conférence, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, à l'occasion de la 42e session ordinaire de la communauté, ce mercredi 27 février 2013 à Yamoussoukro. Le président Alassane Ouattara, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, a d'abord souhaité la bienvenue avant de faire le bilan de ses activités, marquant ainsi l'ouverture des travaux. Pour lui, nonobstant tout ce qui a été fait, il y a encore fort à faire face au terrorisme sur le continent, à l'exemple de la situation au Mali. Les enjeux sont immenses et beaucoup reste à faire pour accroître la compétitivité régionale. Face aux défis multiformes d'un monde en pleine turbulence financière, notre sous-région ne pourra donner le meilleur d'elle-même qu'en favorisant l'adoption et la mise en œuvre de décisions courageuses qui participent de sa transformation en un pôle de stabilité, d'émergence et de croissance économique. Nous disposons du potentiel, des ressources et d'une force de création et de travail indiscutable pour réussir le pari de l'industrialisation et de la transformation de nos matières premières. Ainsi, l'amélioration des performances institutionnelles, comme nous l'avons décidé au cours de l'année écoulée, découlera de la réussite des réformes hardies que nous nous sommes engagés à imprimer aux structures de conception et d'exécution de notre organisation commune. Emboîtant le pas au président Alassane Ouattara, le président tchadien Idriss Déby, pour expliquer l'engagement de son pays dans la crise malienne, en a appelé à des actions plus concrètes, invitant surtout l'armée malienne à s'engager résolument dans le nord du pays afin de sortir le Mali de cette tourmente. Tout en notant que l'heure est grave, car le Mali est menacé dans ses fondements, je voudrais m'adresser aux autorités de transition, aux leaders politiques, à la société civile et aux soldats, dignitaires religieux du Mali, de se surpasser et de faire taire les dissensions internes en privilégiant le dialogue et d'en favoriser les conditions permettant d'une réconciliation nationale. À vous, mes frères d'armes militaires maliens, votre place est au front pour accomplir la mission qui est la vôtre, c'est-à-dire de défendre la souveraineté et l'intégrité du Mali. Nous vous attendons dans le nord, à la lisière de la frontière de l'Algérie, pour nous rejoindre. Même son de cloche pour le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadri Ouédraogo,
Le commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine, ainsi que le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Saïd Djounit, et le Premier ministre marocain. Ils se sont succédés pour apporter leur contribution au succès de la 42e session ordinaire de la CEDEAO, non sans insister sur la nécessité de transformer, le cas échéant, la MISMA en une force de maintien de la paix au Mali sous la houlette de l'Organisation des Nations Unies. Les travaux de cette session à huis clos étant consacrés notamment à l'adoption de l'ordre du jour, avec surtout la situation au Mali et l'élection du nouveau président de la conférence pour succéder au président Alassane Ouattara, arrivé à la fin de son mandat. Il faut savoir que les travaux de ce 42e sommet de Yamoussoukro se poursuivent demain à huis clos. Le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, prend part à ce 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Goodluck Jonathan effectuera après le sommet une visite d'État en Côte d'Ivoire du 1er au 2 mars. C'est ce que nous dit Awa Touré. Le président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan, a foulé le sol de la capitale politique ivoirienne ce mercredi 27 février à 9h45. Le président Goodluck Jonathan, qu'accompagnait son épouse Patience Jonathan, a été accueilli au bas de l'échelle de coupé par le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara. Le chef de l'État nigérien, médiateur associé, vient participer au 42e sommet ordinaire de la CEDEAO. Il entame également, à partir du vendredi 1er mars, une visite d'État en Côte d'Ivoire. Concernant le sommet de la CEDEAO, vous connaissez les circonstances, vous connaissez la situation au Mali, en Guinée. La CEDEAO se rencontre pour s'assurer que les États sont proprement gouvernés de façon totalement acceptable. Des problèmes similaires ont été résolus plus tôt et nous avons la ferme conviction que ces cas seront rapidement résolus. Concernant la visite d'État, je pense que c'est une bonne chose car la Côte d'Ivoire et le Nigeria entretiennent de bonnes relations depuis de nombreuses années et maintenant il s'agit pour nous d'ouvrir un nouveau chapitre entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, et même plus loin au niveau même de la région, c'est-à-dire de la CEDEAO. Les modèles économiques nigériens et ivoiriens peuvent être mis à contribution. Heureusement, la Côte d'Ivoire est francophone et le Nigeria anglophone. Donc ces différences peuvent nous permettre d'enrichir notre collaboration. Cela nous aiderait à résoudre les problèmes de la CEDEAO également. Pour cette visite d'État, le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, aura des entretiens avec le président Alassane Ouattara. Il sera reçu à l'Assemblée nationale le samedi 2 mars. Le chef de l'État nigérien va rencontrer toujours le samedi 2 mars les opérateurs économiques ivoiriens et la communauté nigériane en Côte d'Ivoire. Le sommet de Yamoussoukro draine du monde, des chefs d'État, des personnalités politiques, mais aussi des populations venues assouvir leur curiosité. Eugène Atoubé nous conduit dans les coulisses de ce rendez-vous ouest-africain. Ce mercredi matin, 11h, 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Nous sommes à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Dehors, tout est calme. Le dispositif de sécurité très pointilleux est en place. Aucun détail n'est négligé. À la montée des escaliers qui mènent à la salle réservée au sommet, le contrôle est très strict et méticuleux. On remarque qu'il y a encore de nombreuses personnes et des délégations entières qui cherchent désespérément à accéder à la salle, sans succès. On dit pourquoi on va rentrer, que la salle est remplie. On ne sait pas ce qu'on veut. Nous, on veut rentrer forcément pour aller regarder les présidents, ce qu'ils vont dire. Une fois que le gazette sénégalais était déjà enlevé. Maintenant, il y avait 3 personnes minimum, plus 2 personnes. On était obligé d'enlever 3 personnes pour les remplacer. Il y a même plus de telles. Les éléments en charge de la sécurité ont eu du fil à retordre avec la population qui allait de pardon en supplication dans l'espoir de rejoindre les autres invités dans la salle de réunion. En vain. Respect des consignes oblige. Un tour dans la salle réservée au sommet et nous réalisons qu'il ne reste quasiment plus de place disponible. Ce petit garçon venu avec sa mère, assis sur les marches des escaliers, a longtemps pleuré pour avoir été refoulé. Toutefois, réconforté d'avoir
puis saluer devant notre caméra le président de la République. Bonjour président. Ça me fait mal. Depuis 5 ans, mon fils est arrivé pour nous qu'il vienne voir le président. Arrivé ici, on dit non, qu'il ne faut pas qu'il va rentrer. La mobilisation des populations à ce 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a été bien préparée, de sorte que l'on note le non-accès à la salle de centaines de personnes. Une situation visiblement harassante. Tout aussi harassante, la canicule en cette période de sécheresse difficilement supportable pour tous ceux qui sont restés dehors, vaincus par le soleil, la fatigue et la faim. Leur salut, la présence des vendeuses et autres commerçants proposant de quoi à mettre sous la dent et dans le ventre. On traîne dans le soleil, on n'a pas de place pour nous, on est là, on traîne comme ça. Bon, on cherche les moyens pour chercher à boire. Les grands hôtels, nous, on ne peut rien acheter là-bas. On sort dehors, on paye les choses à manger et puis de l'eau comme tout. Quand on vient vendre de l'eau, ça marche pour nous. Si ça ne tenait qu'à moi-même, tout le temps, ils n'ont qu'à venir même là, ça va beaucoup nous arranger. C'est ce qui nous arrange, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir là. Yamsoko même est ouvert même pour eux, ils n'ont qu'à venir tout le temps. Joie et bonheur des petits vendeurs et commerçants durant cet autre sommet de la CEDEAO à Yamoussoukro. Un bénéfice énorme pour cette cité où l'activité économique à pareil moment connaît un regain de vitalité. En bref, une manifestation d'opposants exigeant l'organisation d'élections législatives libres et transparentes a dégénéré ce mercredi à Conakry. Les violents affrontements entre forces de l'ordre et population ont fait au moins 130 blessés, dont 68 membres des forces de l'ordre. Retour en Côte d'Ivoire, cet après-midi s'est tenue à l'Hôtel Ivoire une réunion des conseils d'administration du groupe de la Banque africaine de développement BAD. C'est la première du genre en Côte d'Ivoire, 10 ans après la délocalisation de l'institution à Tunis. Si rien n'a filtré de cette réunion présidée par le président de la BAD, Donald Kaberuka en personne, le retour de la BAD à Abidjan et l'examen des opérations en faveur des pays membres étaient au cœur des discussions. Dans le même chapitre, une séance de travail hier soir à la primature entre le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan et des administrateurs de la banque. Le constat fait sur le terrain par la délégation de la BAD quant à l'avancée des travaux était le point central des échanges. Alexis Ouedraogo, reportage. La réunion du conseil d'administration de la Banque africaine de développement BAD a ouvert ses portes ce mercredi à Abidjan. Bien avant, mardi soir à la primature au plateau, au terme de leur visite de terrain sur les sites des prochains logements de l'institution, du siège de la BAD et des écoles françaises, les administrateurs ont tenu à faire le point au chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan. Nous lui avons rendu compte de la visite que nous avons effectuée sur le terrain et les collègues du conseil d'administration ont eu l'occasion de lui poser toutes les questions qu'ils ont voulu, non seulement sur le plan technique, mais également sur le plan politique, sécuritaire, etc. Monsieur le Premier ministre nous a donné des réponses exhaustives et rassurantes et nous a confirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire de travailler côte à côte avec la Banque africaine de développement afin d'aller de l'avant pour la réalisation des différents déclencheurs et conditions de retour de la banque le plus rapidement possible en Côte d'Ivoire. L'administrateur pour la Côte d'Ivoire au sein de la BAD précise que le président de l'institution, Donald Kaberuka, manifeste la ferme volonté de retrouver le siège d'Abidjan. Quelques heures avant, le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, a reçu une délégation de la communauté libanaise. Il s'est agi de renforcement de coopération entre les deux pays. On va fortifier entre les deux pays. Nous avons parlé sur la visite officielle de notre président, général Michel Sleiman, qui sera effectuée le 14, 15, 16 mars, ici au Côte d'Ivoire. Cette visite est la première d'un président libanais en Côte d'Ivoire depuis près de 52 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Amadou Koné, administrateur de la BAD en Côte d'Ivoire, était l'invité du 20h avec Ali Diarasouba. Il a été question du retour de l'institution à Abidjan, la réaction de l'administrateur de la BAD quant au niveau d'avancement des sites en réhabilitation pour le retour du siège à Abidjan de l'institution. Il faudra accélérer donc un certain nombre de choses encore. Il faut savoir qu'au mois de mai prochain, donc en principe, devra être prise la décision formelle donc de retour de la banque.
même si dans le principe cette décision a été déjà prise de façon formelle. Donc les gouverneurs devront adopter une résolution pour enclencher donc le retour de la banque à Abidjan. Mais il était important qu'avant cette décision formelle, qui je l'espère va être prise dans 2 mois, que les administrateurs qui inspirent donc les décisions des gouverneurs viennent eux-mêmes ici donc, pour voir ce qui se passe. Alors dans le groupe d'administrateurs, vous avez quelques-uns qui ne connaissent pas Abidjan, qui ne sont jamais venus à Abidjan. Il était important pour nous que ceux-là viennent à Abidjan donc pour mieux inspirer donc, la prise de décision de leur gouverneur. La deuxième chose que je voudrais donc ajouter est qu'au niveau des infrastructures, notamment au niveau des infrastructures, les choses avancent assez bien, même si nous avons quelques inquiétudes en ce qui concerne le logement, le retard pris pour les écoles. Le gouvernement nous a d'ailleurs assuré que tout sera mis en œuvre en ce qui concerne donc les engagements du gouvernement pour que les délais tels que convenus dans la feuille de route soient respectés. Refermons ce chapitre de la BAD en rappelant que la mission de consultation d'un groupe d'administrateurs de la Banque africaine de développement démarre demain et prend fin le 3 mars. Deuxième phase de l'opération de désarmement et de démobilisation. Pour cette première journée, 206 ex-combattants ont été démobilisés et désarmés. Jusqu'au 23 mars prochain, au total, 2000 ex-combattants seront réintégrés dans le corps des agents des douanes ivoiriennes. Abou Sanogo nous conduit au camp de l'ex-3e bataillon d'infanterie d'Anyama où s'est déroulée la cérémonie. Peter Krem, ministre belge de la Défense en visite sur le site du camp de l'ex-3e bataillon d'Anyama. Objectif, soutenir l'opération de désarmement, de démobilisation et de réintégration de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants ADDR. Nous soutenons toute initiative qui peut vraiment recadrer un système institutionnel et notre présence ici veut témoigner de cette volonté. Pour cette opération, ce sont 106 ex-combattants qui seront désarmés et démobilisés en vue de leur réintégration directe dans le corps des agents de douane. Ils ont obéi aux critères de l'âge, 18 à 35 ans, des diplômes, au moins le BEPC et des aptitudes physiques constatées après une visite médicale effectuée sur différents sites. C'est une réalité, ils ne vont pas les doubler pour dire non, quand ils vont déposer les armes, c'est fini. Donc j'invite tous les autres à déposer les armes. Ils sont venus déposer les armes, voilà. C'est vraiment la joie, quoi. Venez déposer les armes et puis assurer vraiment votre chance aussi. Ce processus de désarmement et de démobilisation mis en place par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants concerne 2000 ex-combattants qui remplissent les conditions et les critères imposés par la Direction générale des douanes. Il se veut consensuel et transparent. Le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration est un processus inclusif. Il concerne tout le monde, tous les groupes cibles. Ex-miliciens, ex-groupes d'autodéfense, ex-FAFN, ex-associés sont concernés par le désarmement. Ces 106 ex-combattants seront envoyés sur 2 sites de formation. Le 1er bataillon du génie civil et le 3e bataillon de Bouaké. Ils bénéficieront d'une formation commune de base d'une durée de 30 jours dispensée par un groupement d'instruction des forces républicaines de Côte d'Ivoire et d'une formation théorique dispensée par des encadreurs de l'école des douanes ivoiriennes pendant 15 jours. Un chapitre humanitaire dans ce journal. Commençons par la pouponnière et la maison de l'enfance à Bouaké, qui a reçu la visite de la présidente fondatrice du groupe Children of Africa. Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a offert plusieurs quantités de vivres et de non-vivres à cette institution, faisant la joie de ses pensionnaires. Le compte-rendu de Viviane Haïma. Marraine de tous les enfants de Côte d'Ivoire, pour lesquels elle n'a de cesse de multiplier les actes d'amour, la présidente fondatrice de Children of Africa, Mme Dominique Ouattara, a une nouvelle fois fait parler son cœur pour les enfants de la pouponnière et de la maison de l'enfance à Bouaké. Elle a envoyé une délégation de sa fondation visiter les jeunes pensionnaires de ces 2 structures spécialisées dans l'encadrement et l'insertion sociale des enfants démunis.
La délégation, conduite par Mme Chantal Poati, a offert aux enfants de la pouponnière de Boaké une machine à laver, des ventilateurs, des bassines, des seaux, des baignoires pour bébés, des serviettes de bain, des draps de lit, des biberons, des couches, des cartons de lait pour bébés, des jouets, ainsi que plusieurs autres provisions. À la maison de l'enfance de Boaké, la délégation de Children of Africa a offert plusieurs quantités de vivres, du matériel d'apprentissage, des équipements sportifs, des jeux éducatifs. La représentante de Mme Dominique Ouattara, Mme Chantal Poati, a tenu à rappeler aux responsables de ces centres et aux encadreurs l'importance que la présidente fondatrice de Children of Africa accorde au bien-être des tout-petits, rappelant que c'est fort de cette préoccupation que Mme Dominique Ouattara a créé en 1998 son ONG humanitaire qui, depuis cette date, n'a jamais cessé de voler au secours des populations et des personnes démunies. Contribuer à la lutte contre l'impunité, répondre aux besoins de justice des populations victimes de la crise post-électorale ivoirienne, c'est le combat quotidien de l'Action pour la protection des droits humains APDH. Cette structure humanitaire a présenté hier son dernier rapport. Maïsako pour le décryptage du document. Le rapport intitulé « La justice nous a oubliés » révèle des témoignages de victimes, parents de victimes et de témoins recueillis dans 11 localités de la Côte d'Ivoire où, selon ses auteurs, la politique de réparation de l'État n'a pas satisfait toutes les victimes de la crise ivoirienne. Nous avons investi notamment à Abidjan et puis dans une certaine mesure Dieucoué. L'action de l'APDH vise donc à documenter ces faits, à les porter à la connaissance des autorités en charge du processus et même à aller plus loin, à accompagner judiciairement ces victimes. Une des localités investies est celle d'Anokwakouté dans la commune d'Abobo. Ici, l'heure est au pardon et à la réconciliation après les violences commises dans ce village lors de la crise post-électorale. La survenue de ces événements, nous avons entrepris par nous-mêmes de rencontrer tous les chefs coutumiers qui sont dans les 8 ou 9 quartiers qui composent le village. Et le message est passé. Nous avons réappris à vivre ensemble. Nous avons même produit un code de bonne conduite guidé par l'APDH que nous avons distribué à tous les chefs de communauté. Mais les blessures liées à la crise sont encore fraîches et les habitants de cette localité s'en souviennent avec beaucoup d'amertume. Les victimes qui s'inscrivent dans un contexte de sortie de crise demandent tout de même à être prises en compte dans la politique d'indemnisation du gouvernement ivoirien. L'Action pour la protection des droits de l'homme a déjà constitué une équipe de juristes et entrepris d'autres actions en vue de faire valoir leurs droits à ces victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Le prix des droits de l'homme de la République de France pour l'année 2012 vient d'être décerné à l'APDH. L'Action pour les droits de l'homme voit ainsi ses efforts salués. Ce prix vient récompenser les différents rapports publiés sur les victimes de la crise post-électorale, nous dit Victorine Yaoyoboy. C'est la première fois qu'une organisation de la société civile ivoirienne reçoit le prix des droits de l'homme de France. L'Action pour la protection des droits de l'homme, APDH, a été la première ONG ivoirienne à publier des rapports sur les victimes de la crise post-électorale. L'ONG a enquêté dans le sud, le centre et l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'APDH a été distinguée pour son travail en faveur de l'accompagnement juridique et judiciaire des victimes. Ce qui est récompensé aujourd'hui, ce ne sont donc pas des personnes, des prises de position ou des paroles qui sont récompensées, ce sont des actions de terrain, d'associations favorisant l'accès aux droits fondamentaux. Cette distinction de l'APDH pour son président vient prouver la crédibilité de la société civile ivoirienne. En matière de droits de l'homme, il y a bel et bien des organisations ivoiriennes qui travaillent. Et je pense que quand il y a la compétence au niveau national, il faut la faire valoir et non pas faire venir forcément les organisations des droits de l'homme de l'extérieur. Pour nous, aujourd'hui, c'est l'ensemble de la société civile ivoirienne qui est récompensée. Donc, preuve
qu'elle est crédible, libre et indépendante. Cette expertise locale a pu être développée grâce à l'appui juridique aux victimes de la crise ivoirienne mis en place avec le soutien de la France. Avec ce prix des droits de l'homme décerné à la PDH, la France promet l'installation dans quelques jours de l'Observatoire de la justice transitionnelle, associant la justice moderne et la justice traditionnelle. Tout comme l'appui juridique aux victimes, l'Observatoire de la justice transitionnelle est un instrument essentiel dans le processus de réconciliation et de reconstruction nationale. En bref, le secrétaire général du Front populaire ivoirien, Laurent Akoun, devrait être libéré demain 28 février. Après les 6 mois de détention qu'il vient de purger, il sera assigné dans sa région d'origine à Mémi, près d'Abidjan, pendant 1 an. La coopération allemande GIZ, la Fondation des chimpanzés sauvages et Afrique Nature Internationale font partie des organismes internationaux et organisations non gouvernementales présents en Côte d'Ivoire depuis les années 70. Ces structures accompagnent le gouvernement dans sa mission de préservation de la faune et de la flore. Elles ont été distinguées dans l'ordre national. Francis Boifo. Les chimpanzés posent des actes très souvent similaires aux habitudes de l'homme. Plus de 98% de leurs gènes sont identiques à ceux des êtres humains. C'est la conclusion de 33 années d'études menées par le professeur Christophe Bosch sur les chimpanzés du parc national de Taï à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le président de la Fondation pour les chimpanzés sauvages ajoute qu'entre 1990 et 2007, des milliers d'animaux et de végétaux ont disparu du parc. L'ONG Afrique Nature Internationale, dirigée par Francis Logini, indique que cette disparition d'espèces animales et végétales est due au braconnage et à la déforestation. Tous ces résultats ont amené Dr Frank Bremer, responsable du bureau de la coopération allemande GIZ à Abidjan, à initier et exécuter plusieurs projets visant la surveillance du parc national de Taï. Au nom du président de la République, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Rémi Alakwadio, a traduit la gratitude de l'État au professeur Christophe Bosch, Dr Emmanuel Normand, Francis Logini et Dr Frank Bremer pour leur engagement à préserver la faune et la flore ivoirienne. La préservation des 3000 espèces végétales, 226 espèces de mammifères et des milliers d'espèces d'oiseaux et d'insectes inventoriés à ce jour dans notre pays ne saurait être négociable. Objectif, permettre aux générations à venir de s'informer sur l'ensemble des espèces animales et végétales que constitue la biodiversité. Un mot de culture, le Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou, FESPACO, a ouvert ses portes samedi. La Côte d'Ivoire a signé cette année son grand retour avec 4 films en compétition, parmi lesquels « Et si Dieu n'existait pas » de Alain Guikou et « S'ils sont fous, on s'en fout », un documentaire signé Seydou Koulibaly. Le point de notre envoyé spécial dans la capitale burkinabé, Mamadou Kouassi. La 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou, FESPACO, a ouvert ses portes avec comme invité spécial le Gabon. Une édition placée sous le signe du professionnalisme, de la maturité et du développement du 7e art africain. Pendant une semaine, 101 productions sélectionnées seront en compétition avec au final le Grand Prix Les Talons d'Or du Yenenga. Et la Côte d'Ivoire signe son retour à ce rendez-vous panafricain avec 4 productions. Il s'agit « Et si Dieu n'existait pas » de Guy Kalou dans la catégorie film vidéo numérique. Un documentaire de Seydou Koulibaly, Ils sont fous, on s'en fout. EPP Iroko, une série télévisuelle de Lancine Touré et Christian, un court-métrage de Alex Ogou. Avec ces différentes productions, l'équipe ivoirienne contre-partie à Abidjan avec plusieurs lauréats. Terminons cette édition au Vatican. À la veille de sa démission historique, le pape Benoît XVI a été acclamé par une foule chaleureuse. À cette occasion, Benoît XVI a détaillé les grandes étapes de son pontificat. Il a surtout remercié pour ses presque 8 années de pontificat. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. D'autres informations sur les www.rti.ci. Bonsoir.